Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine et pour surtout préparer la semaine qui arrive qui s'annonce particulièrement intéressante. Alors tout de suite je vais débunk le titre et la miniature particulièrement provocatrice de cette vidéo. Non, évidemment le bullrun des cryptos n'est pas terminé puisqu'il n'a même pas encore commencé. Et c'est un petit peu le gros sujet du jour. On va se poser un petit peu la question de où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on a le bottom? Est-ce que le marché va repartir dès maintenant à la hausse? Est-ce qu'on peut repartir plus bas? On va essayer de répondre un petit peu à tout ça aujourd'hui, même si on l'a en soi déjà un petit peu fait dans les précédentes vidéos et surtout en détail dans le serveur Discord. Mais bien évidemment, on parlera aussi macroéconomie aujourd'hui et on regardera ce qu'il se passe actuellement aussi du côté des marchés traditionnels sur lesquels il y a pas mal de choses à dire. Juste avant de commencer, quelques petites infos et quelques petites choses à vous dire. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Évidemment, si vous n'êtes pas encore dans le serveur Discord, je vous invite à le rejoindre. Et surtout, je vous rappelle deux choses importantes. La phase publique de notre levée de fonds est toujours en live. Vous avez les liens en bio et en description. Et je vous rappelle aussi que notre e-book est toujours disponible. Il est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Vous avez les liens en bio et en description aussi. Sans problème. Allez, c'est parti. On va commencer donc tout de suite avec un premier point sur le marché crypto. Marché crypto qui n'est pas hyper passionnant, je vous l'accorde en ce moment, qui est à court terme dans une tendance baissière. On est venu travailler sur le support technique des 66 000 dollars sur le début de semaine. Support technique que l'on n'a pas réussi à conserver, que l'on n'a pas réussi à tenir, ce qui nous a donc emmené beaucoup plus bas. Mais rien de surprenant, puisqu'en fait, ce scénario-là, si vous regardez régulièrement les lives, les vidéos, et puis surtout que si vous êtes dans le serveur Discord, bah vous savez que c'était un scénario qu'on avait anticipé. On savait qu'un retour en direction des 63 800 dollars sur les 52 Fibo de cette impulsion haussière était tout à fait envisageable. On avait pas mal de lots à venir liquider, on avait une FVG en 4 heures à venir récupérer, et justement un niveau de Fibonacci sur lequel revenir. Pour le moment, le prix nous a proposé une réaction assez intéressante sur ce niveau. Pour autant, on reste tout de même à court terme dans une structure qui est baissière. D'accord? Donc tant qu'on reste dans cette structure baissière et tant qu'on reste sous le niveau des 66 000 dollars, il y a pour le moment davantage de probabilité de venir effectivement retravailler sur le bas du range en direction des 60 000 dollars. Pour invalider cette structure baissière à court terme et repasser sur un momentum haussier à court terme, il faudrait qu'on vienne réintégrer la structure des 66 000 dollars, ce qui nous permettrait ensuite de viser plus haut. Maintenant, tant que nous n'avons pas ces confirmations-là, nous ne repartirons pas à l'achat. D'accord? C'est très très important de comprendre ça. Alors, d'un point de vue fondamental et au vu des données on-chain dont je vous parle dans le Discord depuis un moment, moi, j'ai des convictions, plus les jours passent, que le bottom local est plus ou moins proche. C'est d'ailleurs ce qu'on peut observer lorsqu'on regarde les datas d'order flow. On voit que les fundings sont passés plusieurs fois en négatif cette semaine. On voit que les whales continuent encore et encore et encore d'accumuler du Bitcoin. D'accord? On l'a vu tout au long de la semaine, hein, les gros portefeuilles achètent énormément de Bitcoin en ce moment alors que les retail sont plutôt vendeurs, ce qui est un signal plutôt bullish. Et bien évidemment, il y a plein d'autres données évidemment qui me permettent d'envisager justement que ce bottom est plus ou moins proche. Maintenant, comme d'habitude, vous le savez, notre but c'est pas de suranticiper le marché, c'est d'identifier des niveaux clés et de prendre des décisions en fonction de la réaction du prix sur ces différents niveaux. Maintenant, pour la question du bull run, déjà comprenez bien que oui, actuellement nous sommes dans un bull market. Ça c'est indéniable, le marché ne fait que monter depuis la fin de l'année 2022, on est dans un bull market. Ça, on est bien d'accord. Pour autant, je considère que la phase de bull run n'a pas encore totalement commencé, selon moi. D'accord? Un bull run, c'est une situation de marché spécifique qui se produit en général tous les 4 ans sur le marché crypto, quelques mois après le halving, lorsque les conditions macroéconomiques aussi sont favorables. Exemple, une éventuelle baisse des taux pourrait être un catalyseur supplémentaire pour le marché crypto. Les élections américaines aux États-Unis peuvent être un catalyseur supplémentaire. Ce genre de choses. Ok? Pour le moment, cette phase de run, cette phase de rallye haussier, elle n'a pas encore démarré. Et je pense qu'elle démarrera
lorsque le Bitcoin viendra casser les précédents ATH, d'accord, viendra casser les 73, les 74 000 dollars et se dirigera alors là de manière très rapide en direction des 100 000 puis des 150 000 dollars. D'accord ? C'est très très important de comprendre ça. Donc non, le bull run n'est pas terminé. C'est pas parce que le marché latéralise, c'est pas parce que le marché ne monte plus qu'il baisse. C'est très important de comprendre ça. Prenez du recul sur ce qui se passe. Dézoomez, très important. C'est pas parce que le marché ne monte pas ou alors qu'il ne monte pas beaucoup qu'il baisse. Là, on est dans une période typique qu'on identifie à chaque cycle. C'est une période de doute où les investisseurs se disent, parce que le marché ralentit, ah finalement peut-être que cette fois il n'y aura pas de bull run, ah finalement peut-être qu'on va revenir plus bas, ah finalement... En fait, il y a du doute. Il y a du doute et le marché est là pour ça. Le marché est là pour vous piéger. Le marché, même dans un contexte de bull market, est là pour sortir les novices, sortir les débutants et purger en fait le marché au fur et à mesure avant de repartir à la hausse. Donc pour moi, cette phase d'incertitude, elle est tout à fait normale. Et le fait que depuis plusieurs jours, je vois sur les réseaux des personnes dire que justement, il n'y aura peut-être pas de bull run, qu'on va aller plus bas, etc., ben, ça me conforte dans la situation actuelle et ça me conforte dans le scénario qu'on est justement dans cette petite phase d'incertitude avant de repartir à la hausse. Et puis de toute façon, en termes d'actualité, vous l'avez vu cette semaine, mais il y a des éléments qui sont quand même très encourageants. On a MicroStrategy, donc l'entreprise de Michael Saylor, qui a racheté 12 000 bitcoins cette semaine. C'est pas rien quand même, 12 000 bitcoins supplémentaires, à un prix moyen de 65 000 dollars. Si le bull run était terminé, je suis pas sûr qu'il s'amuserait à acheter le top. On est bien d'accord là-dessus. Alors, petite info aussi d'ailleurs supplémentaire sur BTC, puisqu'il y a eu un petit peu de FUD cette semaine autour de la question de ce que faisait le gouvernement allemand avec ses bitcoins. On a entendu pas mal de choses comme quoi ils avaient vendu tout leur BTC, etc., ce qui pouvait expliquer la baisse. Bon, moi je suis allé sur leur wallet, d'accord. Là, vous voyez très clairement le wallet du gouvernement allemand. Voilà, leurs bitcoins, ils sont toujours là. Alors oui, il y en a certains qui ont été déplacés. D'ailleurs, ce qui est génial avec la blockchain, c'est que vous pouvez voir justement l'activité de ce wallet-là. Et on a vu effectivement que sur les derniers jours, il y a eu des mouvements assez conséquents. Pour autant, le gouvernement allemand possède toujours 47 000 bitcoins dans son portefeuille pour une valeur de plus de 3 milliards de dollars. D'accord ? Donc non, le gouvernement allemand ne s'est pas séparé de ces bitcoins et je ne pense pas qu'ils aient prévu de le faire dans les prochains jours ou même dans les prochaines semaines. Ça, c'est très très important de le comprendre. Maintenant, sur Bitcoin, maintenant qu'on a vu ce point sur Bitcoin, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté d'Ether, puisque vous avez vu que la dominance du Bitcoin, qui avait fortement pump en début de semaine, est venue rééquilibrer totalement le mouvement haussier, et donc on est revenu sur les niveaux précédents, aux alentours des 55%. Pour autant, Ether ne s'en sort pas si bien que ça, et malheureusement, il nous faudrait, c'est dommage parce qu'il nous faudrait vraiment une belle clôture daily sur la paire Ethereum BTC pour justement bien confirmer cette réintégration de structure, ce qui pourrait nous amener plus haut par la suite. Surtout que, information qui est tombée il y a quelques heures, il y a eu des modifications sur les demandes d'ETF spot qui ont été réalisées, et donc là, tous les formulaires ont été approuvés par la SEC. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, les ETF peuvent être listés à tout moment. Ils peuvent être tradables à tout moment. Donc les estimations tablent sur début juillet bien, pour avoir un listing, et donc des ETF qui seraient tradables. Donc ça peut arriver très très vite. Maintenant, on a une zone de polarité en 4 heures ici qui est toujours présente sur Ether. Tant qu'on reste en dessous, on a pour moi plus de probabilité de venir totalement refermer ce mouvement qui avait été créé, rappelez-vous, au mois de mai, lors de la rumeur d'acceptation des ETF justement. Par contre, si on est amené à repasser au-dessus de cette polarité, alors je pense qu'on ira très rapidement chercher en direction des 4000 dollars et peut-être même partir en découverte de prix selon, selon comment va se passer le lancement de ces ETF spot Ethereum justement. Petit aparté, vous avez vu que cette semaine, on a un fonds d'investissement au Canada qui a demandé le lancement d'un ETF Solana. Donc c'est une très 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 bonne nouvelle, puisque même si c'est un fonds d'investissement canadien, ça va très certainement encourager et pousser des fonds d'investissement américains, peut-être asiatiques aussi, à lancer des ETF sur Solana. Et ça pourrait aussi encourager des fonds d'investissement à lancer des ETF sur d'autres altcoins.
Chainlink, XRP, Dogecoin, on en a parlé cette semaine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Selon vous, sur quel altcoin on pourrait avoir des ETF dans les prochains mois. D'accord ? En parlant des altcoins, justement, début de semaine, on en a un certain nombre qui sont revenus sur des prix d'entrée très très intéressants et sur lesquels on a eu de belles réactions. Je pense par exemple au Lido, mais ça a été le cas aussi par exemple sur Solana. On a vu aussi le cas sur le NIR, sur le Tao, sur le Link. Bref, il y en a énormément qui ont eu de belles réactions sur des niveaux qu'on avait identifiés. Vous voyez ici le FET, Alephium qui revient sur des niveaux très très intéressants. Donc je ne vais pas détailler plus que ça, là dans le live, la situation des alts. Ça, je vous l'ai fait dans le serveur Discord. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez des corrections de l'ordre de 5, 10, 15, 20, 25% sur les altcoins, profitez des opportunités, profitez de ça. Je ne vous dis pas de FOMO, je ne vous dis pas de all-in. Gardez toujours de la liquidité disponible, mais profitez de cette phase de correction pour réajuster, recharger un petit peu vos bag spots. C'est extrêmement important, les amis, de comprendre tout seul. D'accord ? Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va désormais pouvoir se tourner du côté des marchés traditionnels. Alors, on avait une semaine relativement calme. Il y avait quelques données qui pouvaient être intéressantes, notamment les datas des PMI qui ont été très mauvais en Europe et qui n'ont pas été très très bons non plus du côté américain puisque on a eu des datas plutôt inflationnistes. D'ailleurs, on a un dollar cette semaine qui est totalement reparti à la hausse, enfin surtout en deuxième partie de semaine, et qui est revenu casser cette zone de résistance. On a un dollar qui repart à la hausse, ce qui n'est pas forcément une très très bonne nouvelle pour nous. Alors c'est assez étonnant parce que avant vendredi justement, avant hier, et les datas PMI aux États-Unis qui ont effectivement pas été très très bonnes, on n'avait pas forcément eu de data inflationniste du côté américain, donc on était un petit peu surpris par le comportement du dollar, mais on a vu aussi le VIX au cours de la semaine remonter. Donc on a senti un petit peu de stress quand même sur le marché. Alors pourquoi ces résultats américains hier, ils n'ont pas été bons ? Parce que les marchés attendaient une baisse des chiffres PMI, services et manufacturiers. Donc ce sont des chiffres qui permettent de mesurer l'activité économique dans ces différents secteurs. Le fait que ces résultats soient en baisse, ça pouvait nous permettre de nous dire, si l'activité économique ralentit dans ces secteurs-là, et notamment le secteur service où on a vu que l'inflation avait été résiliente, ça peut nous permettre d'envisager justement un ralentissement de l'inflation. Or, là, les résultats d'hier nous montrent que en fait, l'activité économique, elle augmente plus que prévu. Donc ça, c'est pas un très bon résultat parce que certes, d'un point de vue économique, ça montre à nouveau que l'économie américaine, elle est résiliente, mais ça, on le savait. Mais ça montre que le retour de l'inflation sur les 2%, il va peut-être mettre un petit peu plus de temps que ce qu'on avait prévu. D'accord ? Ça tombe bien, puisque dès la semaine prochaine, on va avoir des résultats, des chiffres qui vont nous donner des indications vis-à-vis de cela. Mais ça sera plutôt en deuxième partie de semaine. Début de semaine, on aura déjà une grosse journée lundi avec les chiffres IFEO en Allemagne, des chiffres très très importants, surtout dans le contexte actuel. Et je reviens à ce que je vous disais, cette semaine, hier du coup, on n'a pas eu des très très bons résultats sur les PMI, que ce soit en Allemagne ou sur l'ensemble de la zone euro. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas si surprenant que ça, notamment avec le contexte des élections qui fout un petit peu le bazar. On en a déjà parlé, mais on va y revenir un petit peu après. La journée de mardi sera aussi intéressante puisqu'à 16h, on aura le Conference Board qui publiera son chiffre sur la confiance des consommateurs. C'est un chiffre très très important aussi, la confiance des consommateurs, qui a à mettre en lien avec les autres rapports économiques que l'on a, puisque si vous avez des Américains qui ont confiance dans l'économie, vous allez avoir des Américains qui vont plus facilement dépenser leur pouvoir d'achat et qui peuvent donc participer justement à l'inflation. Mercredi, journée un petit peu de transition dans la semaine. On aura tout de même des petites données sur l'immobilier avec les ventes de logements neufs et sur les matières premières avec les stocks de pétrole brut. Et puis jeudi, on va entamer vraiment le gros de la semaine, une grosse fin de semaine qui nous attend avec la publication des chiffres de la croissance, le PIB sur le premier trimestre aux États-Unis, un chiffre qui est attendu à 1,3% contre 3,4% précédemment. On aura aussi, comme tous les jeudis, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis on terminera vendredi, la plus grosse journée de la semaine sur laquelle il faut s'attendre à énormément de volatilité. On aura, l'inflation au Japon
et la production industrielle. On aura le PIB, donc la croissance au Royaume-Uni à 8 heures, donc en début de session de Londres. On aura l'inflation en France, en Espagne, où on aura aussi l'évolution du taux de chômage. Et puis surtout, du côté américain l'après-midi, la publication des chiffres PCE. PCE, indice des prix à la consommation des ménages. En gros, c'est l'inflation. C'est le chiffre de l'inflation le mieux pondéré, celui qui a le plus de poids dans les décisions des investisseurs et surtout dans les décisions de la Fed. Donc un résultat qui sera très attendu et qui amènera probablement pas mal de volatilité. Donc, on l'a dit, un dollar qui est haussier. Pour le moment, on est bien parti pour, selon moi, aller chercher des targets en direction des 106,4 points. On verra en fonction de la publication de ces différents résultats. Si on a des résultats inflationnistes qui pourraient donc propulser le dollar américain vers le haut, ou si au contraire on a des données encourageantes et donc déflationnistes qui pourraient permettre au dollar de réintégrer la structure et le range 4 heures dans lequel on était précédemment. Sur les indices américains, je me prépare à rentrer sur des positions swing short. J'ai déjà tenté des petits shorts, alors notamment sur le S&P 500, position qui s'était bien passée. Mais pour moi, on est très proche d'un top local sur les indices américains, alors notamment sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Nasdaq qui a d'ailleurs cassé un plus bas important, ce qui change la structure de marché actuelle sur du 4 heures. Je vous ai expliqué pour plusieurs raisons pourquoi je pense qu'on s'approche d'un top. Il y a toujours cette question de l'hyperconcentration des marchés autour de quelques valeurs technologiques, principalement le secteur de la tech aux États-Unis. Mais c'est surtout qu'actuellement, vous avez des indices qui n'ont jamais autant monté, alors qu'on a énormément d'entreprises au sein de ces indices qui sont en baisse. C'est-à-dire qu'on a seulement quelques valeurs qui permettent à ces indices de performer, mais que vous avez quand même une majorité des entreprises de ces indices-là qui sont en baisse. Et cette décorrélation, elle est pas bonne, elle est inquiétante et elle va marquer, selon moi, une respiration dans les prochaines semaines sur les indices américains. Alors attention, je ne vous dis pas qu'on va s'écrouler à zéro, pas du tout, mais je pense que par exemple, voilà, on pourrait voir le Nasdaq revenir travailler en direction des 18 400, 18 600 points. On pourrait voir le S&P 500 revenir travailler en direction des 5 300 points, 5 400 points. Je pense que ce sont des... Enfin, 5300, pas 5400. 5300 points. Je pense que ce sont des targets intéressantes, envisageables et sur lesquelles les indices pourraient revenir travailler dans les prochaines semaines. Donc pour l'instant, je ne suis pas en position, mais je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord. Il est fort probable que début de semaine prochaine, j'ouvre des positions à la vente, si j'ai toutes mes confirmations, sur le Nasdaq et sur le S&P 500. Sur les indices européens, on continue de vendre, ça n'a pas changé, on est toujours dans nos scénarios baissiers, que l'on va continuer de travailler au minimum jusqu'au deuxième tour des élections législatives en France, donc jusqu'au 7 juillet, et éventuellement plus loin en fonction de quel parti politique arrivera à la tête du gouvernement. En gros, pour vous la faire simple, si la majorité présidentielle garde justement la majorité à l'élection à l'Assemblée nationale, je pense que je clôturerai mes positions à la vente. Par contre, si on a le Front populaire ou le Rassemblement national, je vais y arriver, qui arrive à la tête du gouvernement, alors je resterai dans mes positions vendeuses sur le CAC notamment, mais probablement aussi sur le DAX. On a eu des petites réactions du côté de l'indice britannique aussi cette semaine, puisqu'on a eu des résultats assez encourageants du côté du Royaume-Uni. Et d'un point de vue économique, c'est pas mal. Au niveau de l'inflation, ils ont réussi justement à ramener l'inflation à 2%. Donc on a eu des petites réactions assez sympas, un petit peu de volatilité, mais on est toujours bloqué là sous cette zone de résistance importante. Donc voilà, pour le moment j'y vais prudemment. Ça faisait quelques semaines que j'avais pas trop regardé ce qui se passait sur le FTSE. Donc voilà, je commence à me remettre dessus, voir un petit peu les opportunités. Je vous en reparlerai début de semaine prochaine. Mais je pense que c'est un indice qu'il va falloir surveiller et sur lequel on va peut-être travailler un petit peu plus dans les prochaines semaines désormais. Du côté du Forex, donc on avait pris une petite position à l'achat ici sur le GBP USD, vous le savez cette semaine. On avait profité de ce pump pour prendre un TP et remonter notre SL-ABE. On a donc été clôturé, enfin notre position s'est clôturée donc ABE lorsqu'on est retombé avec le pump du dollar. Et là, on a cassé une zone assez importante, ce qui, selon moi, devrait nous ramener donc sur le support précédent que vous voyez ici en vert.
zone sur laquelle éventuellement je repartirai sur de l'achat sur le GBP, sur la livre sterling qui est assez forte en ce moment, d'ailleurs qui est plus forte que l'euro, en fonction évidemment de ce que fera le dollar et de où sera arrivé le dollar vis-à-vis de nos objectifs dont on a parlé tout à l'heure, et évidemment en fonction aussi des données macroéconomiques qui nous parviendront tout au long de la semaine. Sur euro USD, j'ai pas grand chose. L'euro qui est très faible en ce moment et qui je trouve n'est pas très très intéressant, donc pas de position de ce point de vue là. J'ai pas, je vous avoue, touché énormément au Forex cette semaine. Par contre, Théo vous a partagé une superbe position à l'achat sur EuroJPY cette semaine. Donc vous savez que c'est ça la force aussi chez Blockchain Capital, c'est que moi, je suis le responsable du département trading investissement, mais vous avez toute une équipe de traders et d'analystes qui sont là avec vous et qui vous partagent des positions tout au long de la semaine, des analyses. Et là, ça a très très bien fonctionné avec ce joli pump que vous avez pu prendre sur EuroJPY. Du côté des matières premières, ça a été plutôt pas mal aussi, avec le gold qui nous a fait un superbe décollage et qui est venu chercher notre deuxième TP à 2360 points. Et on a donc élargi notre position avec un TP final qui est désormais placé aux 2400 points. Maintenant, attention, regardez ce qui s'est passé en fin de semaine. On a eu une grosse chute du gold qui est repassé à nouveau sous cette polarité en 4 heures, donc ce qui pourrait changer un petit peu la donne. On verra comment va se dérouler l'ouverture des marchés demain soir. Éventuellement, ça peut être une opportunité de renforcement de position à l'achat sur notre trade sur le gold. Mais je vous tiendrai au courant dans le Discord de ce que je fais en fonction des confirmations que j'ai. Pour le moment, j'ai rien fait de particulier hier soir en fin de session. Donc très très important de comprendre ça. Et puis pour terminer donc avec le pétrole, pas de changement, on est venu casser de nouvelles zones. Là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que on va éventuellement revenir tester cette structure qui vient d'être cassée, ce qui pourrait nous permettre d'avoir un bon prix d'entrée pour aller chercher ensuite 83 et 87 points, qui sont deux targets tout à fait envisageables selon moi. Mais attention, puisqu'une telle remontée du pétrole pourrait ramener des pressions inflationnistes assez importante du côté américain, donc ça sera évidemment des éléments qu'il faudra surveiller. Semaine prochaine, évidemment, comme d'habitude, on suivra tous les événements importants en live. Je vous ai partagé le planning en détail cette semaine, enfin pour la semaine prochaine. Et juste pour terminer sur les résultats de la semaine très compliquée pour moi. J'avais enchaîné une très très belle série, vous le voyez, 2 semaines dans le vert, qui s'était très très bien passé. Là, ça a été un petit peu plus compliqué cette semaine pour moi. J'ai un petit peu trop forcé. Voilà, je vous dis toujours que des fois, la meilleure manière de trader, c'est de ne pas trader. Cette semaine, j'ai pris certaines positions que j'aurais pas dû. J'aurais dû m'abstenir parce que j'avais pas forcément un setup qui était parfait. Donc voilà, ça arrive de faire des erreurs. Ça fait des bonnes petites piqûres de rappel. De toute façon, on ne peut pas gagner tout le temps. Là, j'étais sur une très bonne série. Série qui s'arrête, mais c'est pas grave. On va continuer à travailler, on va continuer à persévérer. Il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, depuis le début de l'année, on est quand même sur des très belles performances. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pour ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok, ne bougez pas. Je vais répondre à toutes vos questions dans un instant. Pour ceux qui regardaient la vidéo YouTube, merci beaucoup de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me faire vos retours dans les commentaires, à me poser vos questions. Je vous attends dans le serveur Discord et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.